Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Philippe Béchade, économiste, rédacteur en chef des publications Agora, pour parler bien sûr de ce rapport de la Cour des comptes. Bonjour Philippe. Bonjour Alexis. Alors, rapport de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui ne tarit pas, non pas d'éloges, mais de critiques vis-à-vis de ces gouvernements qui n'ont pas vu venir l'accumulation de la dette, une gestion calamiteuse de la dette publique avec un danger. Le FMI, une question, est-ce que à la fin de l'année, le FMI va venir redresser les comptes publics de la France ? Non. non. Ça va pas arriver, évidemment. Ça fait partie du narratif. En ce qui concerne les déficits, là, avec Moscovici, on a quand même affaire à un vrai spécialiste, puisqu'on se souvient que ministre de François Hollande, il avait été tellement mauvais et il avait tellement dégradé les comptes de la France qu'on avait été obligé de l'exfiltrer à Bruxelles pour devenir commissaire européen, puisque voilà, il illustre, et c'est une illustration parmi tant d'autres, que plus on est incompétent, plus on accède à de hautes fonctions. Quand on a craché les comptes d'un pays, eh bien, on vous upgrade pour essayer de cracher les comptes de l'Europe. C'est impressionnant, c'est vrai. Et le voilà maintenant qui donc fait des leçons en termes de maintien des comptes publics. Est-ce que la situation peut s'améliorer ? On attend bien sûr le budget de François Bayrou pour le 15 juillet, j'en parlais dans l'édito. Est-ce que la situation donc peut s'améliorer ? Est-ce qu'on peut redresser la barre, ou est-ce que là, vraiment, on va au-devant d'une crise majeure ? On est déjà en crise, mais le problème c'est que c'est un état quasi permanent et qu'on finit par s'y accoutumer. Le problème, comme tout traitement, mettons un diabète ou l'alcoolisme, tout ce que vous voulez, c'est que à un moment, le remède ou l'accoutumance finit par avoir des effets secondaires particulièrement dommageables. Ouais. Pour l'instant, on reste dans le confort du traitement. Le traitement consistant, je vais vous le résumer en 3 mots. Dormez braves gens. Voilà, ça c'est le traitement qu'on applique à la dette depuis déjà plusieurs décennies, pas plusieurs années évidemment. Je veux pas incriminer que le gouvernement Bayrou, Barnier, Attal, Macron. Ça date de beaucoup plus longtemps. Mais là, alors pour répondre vraiment à ta question, est-ce que les choses peuvent s'améliorer ? Est-ce qu'on peut arriver à économiser 40 milliards ? L'objectif qu'on s'est fixé, c'est qu'on a besoin de 105 milliards en 4 ans, c'est ce que dit Pierre Moscovici pour redresser les comptes. Alors ça, moi j'aime bien ce chiffre 105 parce que 105 c'est ce qu'on va découvrir véritablement à la fin de l'année quand on verra que les recettes fiscales une nouvelle fois n'ont pas été à la hauteur des attentes. Donc oui, il faudra peut-être réaliser 100 milliards d'économies. Économie qu'on aurait déjà d'ailleurs pu faire. Alors je vais évidemment être très très polémique, je vais faire sursauter de leur chaise plein de vrais Européens et europhiles convaincus, mais chaque année, la France est quand même de sa poche de 10 milliards dans notre participation à l'Europe. Et ce que nous, on en retire. Donc sur une décennie, oui, on a quand même claqué plus de 100 milliards, il n'y a pas de problème. Depuis 3 ans, on file entre 15, 20, 25 milliards. C'est assez difficile d'ailleurs de savoir combien on donne à l'Ukraine. Donc voilà, on donne à l'Ukraine, mais dans nos hôpitaux, les gens meurent aux urgences sur des brancards. On va devoir rajouter 30 milliards par an pour participer à l'effort de réarmement européen, 650 milliards sur 4 ans, donc facile, ça fait un peu plus de 150 milliards, 160 milliards par an. Quote-part de la France, 19%, bing, 30 milliards qui vont encore nous tomber sur le rable. Et alors on apprend également que le Sénat n'a pas trouvé dans les 1000 agences d'État et comités Théodule, n'a pas trouvé la possibilité de faire plus de 550 millions d'économies, alors qu'en année pleine, ça nous coûte plus de 100 milliards.
dont je pense on serait incapable de tracer 80 milliards. Qu'est-ce que ces agences produisent? Quel est le bénéfice que le pays en retire? Donc manifestement, les copains des sénateurs ont décroché leur téléphone en disant surtout, vous expliquez que c'est impossible d'économiser avec des agences d'État, des gens qui gagnent 2500 € par mois pour 4 heures de présence. Non, là, impossible de faire des économies. C'est le comité économique, environnemental et social, le CESE, voilà. Qui nous coûte ça pour des rapports. Voilà, il y a eu le commissariat au plan de François Bayrou, voilà, qui a été repris par Clément Beaune. Plus de 300 agences et je ne sais pas combien d'organismes d'État avec une comptabilité où, au final, impossible de savoir où va l'argent. Aujourd'hui, est-ce qu'il... Pardon, il n'y a pas d'audit, voilà. Et justement, à propos de l'audit, c'était la question, pourquoi aucun parti ne parle de faire un DOGE à la française? DOGE, je rappelle, c'était ce Department of Government Efficiency, le département de l'efficacité gouvernementale, voulu par Elon Musk pour aller mettre le nez dans les finances publiques américaines. Pourquoi en France, on n'essaye pas, ne serait-ce que de faire un audit, d'aller chercher où va l'argent des Français? Et pourquoi aucun parti ne défend ce programme? Mais Alexis, mais qui est ce on ne le fait pas. Mais qui est le on? J'ai dit, les partis, aujourd'hui, aucun parti qui ne défend ce programme. Ou qui a ça à son programme. Et en fait, quand on voit Madame Pécresse et son mari Jean-François Copé, et qu'on voit les gens du PS, etc., tous sont d'ailleurs pratiquement sortis de la même école de l'ENA, il y a une connivence, une consanguinité totale, et en fait, que vous soyez au PS, que vous soyez aux Républicains, voire maintenant au Rassemblement national, vous voyez que tous ces gens sont exactement sur la même ligne, et que si vous commencez à faire le ménage dans les agences, vous allez vous fâcher avec des copains, pas que des copains de promo d'ailleurs, beaucoup de copains qui de temps en temps vous ont donné un coup de main. Et mais que tous c'est pas une situation tenable. À un moment, les Français vont excusez-moi l'expression, mais péter un câble. C'est pas tenable. Il faut, à un moment, quand on dit qu'on demande des efforts aux Français, évidemment, tous doivent faire des efforts. Et particulièrement, on veut savoir où va l'argent des impôts. On veut savoir comment est utilisé cet argent. Je vois pas pourquoi il y a ce sort de déni de réel et le fait de toujours laisser couler en disant ça peut continuer, on va encore augmenter les impôts d'une manière ou d'une autre, trouver des nouvelles taxes réduire les dépenses. Alors ça, c'est vraiment très compliqué. Si on va réduire les dépenses de santé, on va réduire, là encore, on va faire en sorte que la qualité de vie des Français soit diminuée plutôt que d'aller chercher à faire des économies sur l'ADEME et d'autres organisations. On se demande effectivement à quoi elles servent. Tant qu'on aura le même personnel politique, avec le même profil d'incompétence, arrogant, voire largement corrompu, on n'en sortira pas. Et pour nous y enfermer, à l'exception de Sud Radio et de quelques autres organismes que tu connais bien, le service public et le service, je dirais presque semi-public, puisque quand vous évoquez la presse 10 milliardaires, c'est une presse ou des médias archi-subventionnés. Donc, c'est-à-dire que c'est toujours le contribuable qui paye et on ne mord pas la main qui vous nourrit. Ce sont les médias qui font les candidats aux élections présidentielles. Vous avez les mêmes médias qui ne challengent jamais les gens qu'ils invitent en plateau, même s'ils débitent des âneries, des énormités. En revanche, dès que vous avez quelqu'un d'un petit peu compétent, alors là, vous avez derrière, en coulisses, des fact-checkers qui vont vérifier que vous avez donné le bon chiffre, c'est-à-dire si vous annoncez que le déficit est de 5,6, on va vous reprendre. Non, c'est 5,57, monsieur. Vous racontez n'importe quoi. On ne peut plus faire venir des gens comme vous à la télé parce que véritablement, vous maîtrisez mal vos dossiers. Et vous annoncez par contre que la France se réchauffe 2 fois plus vite que n'importe quel pays dans le monde. Et il y a environ aujourd'hui 40 pays qui se réchauffent 2 fois plus vite que les autres. Et là, il n'y a aucune objection naturellement. Oui, ça c'est assez impressionnant. On l'a vu, ce débat climatique ces derniers jours, avec
la maladaptation de la climatisation. Il n'y a qu'en France qu'on a un débat quand même en plein pic de chaleur sur le fait qu'il ne faut pas utiliser la clim parce que c'est pas adapté à la canicule et que c'est dangereux. Ce mouvement, tiens, prenons, je parlais des Français qui en ont vraiment ras-le-bol. Il y a un mouvement qui est en train de monter sur les réseaux sociaux, c'est Nicolas qui paye. Nicolas, c'est le Français moyen sur lequel repose la plupart de l'impôt et qui en a marre de payer. Et ce mouvement est immédiatement taxé d'extrême droite. Est-ce que c'est d'être d'extrême droite que de vouloir savoir où va son argent ? Mais Alexis, chaque fois que tu prononces une phrase ou que tu fais une assertion qui dément le narratif officiel, tu bascules dans l'extrême droite. C'est quand même très très simple de savoir où tu es si tu ne reprends pas le narratif. Et aujourd'hui, d'ailleurs, même le Rassemblement national le reprend largement, le narratif européen. Bah, tu es dans l'extrême droite. Donc voilà, au moins comme ça, on sait déjà que le RN n'est pratiquement plus d'extrême droite. Voilà, ça c'est maintenant acquis. Donc oui, on est forcément, si on ne suit pas le narratif, si on essaye d'introduire des éléments factuels, voire à la limite de l'incontestable, alors ça c'est ce qu'il y a de pire. Donc là, si vous avancez ce genre d'événement, vous êtes non seulement d'extrême droite, mais vous êtes en plus de ça conspirationniste, car vous avez l'outrecuidance d'apporter des éléments factuels, et là, ça démontre de votre part une volonté de démentir, d'aller à contre-courant et de vous ancrer dans votre tropisme d'extrême droite, de pro-Poutine, platiste, Quanon, et je vous en passe. Simplement demander des comptes, ça crée quand même un mouvement incroyable de rejet de la part de ceux qui ont endetté la France pendant des années. On va marquer une courte pause, Philippe Béchade, et se retrouver avec vous pour parler des solutions. Est-ce qu'il en existe et puis de voir un peu comment la France peut éviter le FMI. Vous l'avez dit, c'est pas prévu, mais on sait jamais. 0826 300 300 si vous souhaitez appeler le standard. On est sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous félicite pour vos émissions. C'est toujours un plaisir. Je déguste votre émission. Sud Radio, parlons vrai. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Qu'on retrouve à l'instant, Philippe Béchade, économiste et rédacteur en chef des publications Agora, pour parler de la dette française et de ce rapport de la Cour des comptes qui explique que on est dans le rouge et que ça ne s'arrange pas. Aujourd'hui, la France, la dette est le premier poste de dépense du budget français. Pour financer la dette, on s'endette davantage et on emprunte sur les marchés internationaux à des taux qui sont plus élevés maintenant que des pays comme l'Espagne ou le Portugal. Est-ce que les agences de notation vont taper du poing sur la table prochainement ? Bon, ça, on peut s'y attendre. Maintenant, en termes de coûts d'endettement, on est quasiment à parité avec l'Espagne, parce que l'Espagne a redressé ses finances depuis 2-3 ans de façon que l'on qualifierait, nous, de spectaculaire, et qui, en fait, ça résulte du fait que l'Espagne et le Portugal n'ont pas poursuivi la tarification de l'électricité d'après les mécanismes européens, ce qui fait que les particuliers espagnols, les entreprises espagnoles payent leur énergie beaucoup moins cher, redeviennent profitables. La hausse du coût de l'électricité, c'est un impôt qui ne dit pas son nom. Ouais. Impôt qui d'ailleurs arrange bien l'État français parce que la TVA qui est assise dessus, plus le coût de l'électricité est élevé, plus les rentrées sont élevées. Et là, ça touche effectivement tout le monde, comme la CSG. Autrement dit, c'est l'État qui, grâce à des recettes sur l'énergie beaucoup plus copieuses, peut davantage redistribuer, parce que c'est ça le rôle de l'État français. C'est pas un État stratège, c'est un État redistributeur. Donc, on continue de faire de la mauvaise graisse, on continue effectivement, alors pas seulement de donner de l'argent un peu facilement à des personnes qui viennent se réfugier en France, etc. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. On donne surtout beaucoup d'argent
à des personnes qui font des tâches inutiles. Si vous prenez l'hôpital, il y a 25 ans, avant qu'un certain Jean Castex propose à Jacques Chirac la tarification à l'acte, les coûts de structure d'un hôpital étaient de 5%. Alors je sais que ça grognait un petit peu dans certains services parce qu'il y avait effectivement l'infirmier chef qui devait faire de la paperasserie, etc. et qu'il a été finalement remplacé, c'est ce qu'on dit, par un administratif. En réalité, l'infirmier chef et ses subordonnés doivent remplir encore plus de paperasse aujourd'hui pour donner du travail à ceux qui font du spreadsheet management. Donc on est passé de 5% de coût de structure à 38%. L'hôpital coûte toujours aussi cher, et je ne vais pas prendre que la période Macron, on peut remonter à la période Hollande où vous voulez. Qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, c'est que chaque fois on dépense plus d'argent dans l'hôpital, c'est pas pour des soignants, c'est pas pour des anesthésistes, c'est pas pour des gastro-entérologues, non. Ce sont pour des chiffrologues qui essaient d'analyser ce qui se passe depuis le brancardier jusqu'à l'opérateur IRM. Et quand ça, on ne trouve pas pourquoi ça ne fonctionne pas à l'hôpital, il faut un nouvel audit. C'est-à-dire qu'on va faire appel à des super analystes, les cabinets de conseil, comptables. Les fameux cabinets de conseil qui ont été aussi à l'origine de la flambée des coûts avec, là encore, ces milliards dépensés lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron envers les cabinets de conseil. Oui, c'est ça. C'est de l'argent sur lequel on a l'impression que la représentation publique, nos élus, n'ont aucune prise. C'est-à-dire que ça se prend par décret, où d'un seul coup on dit l'hôpital est dans un tel état qu'il faut d'urgence déclencher un audit qu'on va nous facturer évidemment quelques centaines de millions d'euros, voire des milliards. C'est quand même évident de comprendre qu'une structure qui, au lieu d'avoir comme objectif faciliter la vie du chef d'entreprise ou faciliter la vie de l'administré, la complique à l'excès, et on crée des strates de contrôle, de super contrôleurs. Et quand les contrôleurs sont complètement perdus face à des urgences qui ne fonctionnent plus, face à une éducation nationale qui n'enseigne plus, on fait encore appel à des auditeurs. Et je rappelle, tu le sais bien, que l'éducation nationale aujourd'hui, la masse salariale des gens qui n'enseignent pas est supérieure aux enseignants. Il n'y a qu'un seul pays dans le monde où c'est comme ça, c'est la France. Pour l'hôpital, c'est exactement pareil, et je pourrais multiplier les exemples sur les strates administratives, le millefeuille, région, département, commune, etc. On a en France, on est les champions des jobs de contrôle, d'administration. Et ça, alors là, par contre, du point de vue de l'Europe, là, on est des élèves modèles, parce que l'Europe, avec son délire normatif de tout contrôler, la France, là, elle est vraiment le bon élève. Sauf que contrôler au lieu de produire, ça coûte évidemment très très cher. Donc on est le pays le mieux contrôlé, où l'argent est le plus efficacement prélevé. Il reste plus qu'à devenir aussi efficace pour produire de la richesse. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui de produire de la richesse quand on voit les délocalisations, la zone euro qui n'est pas en forte croissance et les difficultés avec le coût de l'énergie que vous rappeliez il y a quelques instants? Alors, d'où vient le problème du coût de l'énergie? On se rappelle que ça a commencé en 2021, c'est-à-dire pratiquement un an avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On a commencé à voir le prix du gaz et de l'électricité connaître des pointes qu'on n'avait jamais connues. Et ça, c'est dû en partie au sabotage de notre outil de production nucléaire. Parce que quand on a commencé à voir ces pointes à 400 € le mégawatt, alors que théoriquement ça devrait sortir en dessous de 100,
C'est parce que on avait pratiquement la moitié des réacteurs nucléaires en France en maintenance. Et pourquoi est-ce que l'outil nucléaire ne fonctionnait pas en France ? Ce qui fait qu'on a dû commencer à importer de l'électricité, ce qui est une aberration. Eh bien, tout simplement parce que là, par contre, c'est bien Emmanuel Macron qui, allant dans le sens des écolos qui sont dans une entreprise de sabotage de l'outil nucléaire depuis même la fin des années 90, et Dominique Voynet s'en est suffisamment vanté, eh bien, on est arrivé à un moment où on n'avait qu'un réacteur sur deux en état de fonctionnement. Voilà. Si on remontait à 75 ou 80% de capacité de production, la France serait largement excédentaire sans la moindre éolienne. Je pèse mes mots, j'ai des chiffres. Oui, mais pourquoi justement ce mix ? Pourquoi il y a ce débat actuellement au sein du gouvernement sur le mix énergétique, comme il l'appelle, où il faut à la fois du nucléaire et du renouvelable, comme si on était obligé d'avoir les deux, parce qu'il faut assurer la transition, parce que le nucléaire va coûter trop cher dans les années qui viennent, parce qu'on va pas pouvoir maintenir les centrales pendant encore 50 ans. C'est quoi cette volonté de faire ce mix aujourd'hui avec le renouvelable ? C'est l'Europe. C'est une directive européenne et l'Europe, je n'apprends rien à personne. L'Europe est le jouet, le pantin de lobby, et notamment lobby éolien et lobby photovoltaïque. J'en reviens à ce que je disais sur les centrales nucléaires. Si on remontait à 75%, je dirais en moyenne de production, 80 l'hiver, on serait exportateur à nouveau vers la Suisse, vers le Royaume-Uni, ce qui était la situation au début des années 2000. On n'a pas besoin d'un seul kilowatt d'électricité produite par de l'éolien et du photovoltaïque, et qu'on ne nous dise pas que oui, mais au moins ça c'est décarboné, puisque le nucléaire l'est. Absolument. C'est la première énergie décarbonée. C'est uniquement de l'idéologie, c'est le dogmatisme européen qui nous oblige à produire du décarboné à 4 voire 5 fois le prix de revient du nucléaire. Et je le répète, si on était à 80% de puissance réelle sur notre outil, nous exporterions de l'électricité partout, sans une éolienne, sans un panneau photovoltaïque. Et en plus de ça, on doit absorber les surplus allemands et espagnols. Absolument, lors de la pause méridienne. Merci beaucoup Philippe Béchade, économiste, rédacteur en chef des publications Agora, d'avoir été avec nous pour parler de cette complexité de la dette française et de l'économie à l'arrêt. On va marquer une courte pause et se retrouver à 13h pour parler Ukraine avec François Martin, géopolitologue, auteur de l'Ukraine, un basculement du monde et le temps des fractures, puisqu'il y a beaucoup d'informations depuis les frappes de la nuit et les différents reprises diplomatiques de contact entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine et Donald Trump et Vladimir Poutine. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons